Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du vendredi 8 juillet, la foule afflue sur le circuit pour Le Mans Classique. Et oui, 110 000 spectateurs sont attendus pour cette 8e édition de Le Mans Classique. Reportage sur la première journée de ce vendredi. La seconde enquête publique consacrée au projet de centre commercial à Bénère se terminait ce vendredi. Une nouvelle occasion pour les opposants de se faire entendre. L'Arche de la Nature au Mans, reconnue pour assurer la sauvegarde de centaines de serpents, de quoi attirer les caméras de télévision pour le tournage d'une séquence de l'émission Une saison au zoo. On parlera aussi de ces découvertes archéologiques sur le chantier de la Visitation au Mans, des squelettes protestants du XVIe siècle. Découverte d'un atelier de faïencerie d'art à Malicorne, de la production de terre à la réalisation des objets. On y travaille comme au début du siècle dernier. Notre invité est Olivier Daudin, secrétaire de la Fédération sartoise du jeu de Molki, qui organise donc cette fédération. Les 24 heures de Molki, c'est ce week-end au Mans. On vous dira tout sur ce jeu et sur ce nouvel événement sportif. Mais on commence avec une référence aux 24 heures du Mans originel. La 8e édition de Le Mans Classique a débuté ce vendredi. La fête qui va se dérouler tout le week-end a gagné un jour de plus cette année. Déjà, des milliers de spectateurs se sont rendus sur le circuit ce vendredi. 110 000 sont attendus au terme de ces 3 jours. Bérénice Angot a pris le pouls de ses premiers visiteurs sur le bord de la piste. L'attente avant l'ouverture de cette 8e édition fut longue pour Marc. 730 jours exactement. Ce fan d'automobile ne rate pas une seule édition depuis la création de Le Mans Classique en 2002. Adepte des bolides depuis l'âge de 12 ans, les 24 heures ont bercé sa vie. Moi, j'ai pas connu toute l'histoire des 24 heures du Mans. J'ai connu juste une tranche de 1970 à nos jours. Alors que là, on voit des voitures qui datent de 1923 à 1979 ou 80. C'est formidable de voir ça. 8500 voitures, 180 clubs, 60 marques. Des chiffres à faire tourner la tête des spectateurs, aguerris, mais aussi novices. C'est un rêve de gosse de venir au Mans Classique. C'est joli et puis j'adore leur bruit. C'est un peu un rêve. Un rêve à portée de main. Voir des voitures de course de près comme ça, qu'on n'a jamais eu la possibilité d'approcher, c'est magnifique. Au fur et à mesure des voitures croisées, les spectateurs se replongent dans l'histoire des 24 heures du Mans. Sur les 6 plateaux, certains bolides sont même de 1923, date de la création de la compétition historique internationale. Découvrir des bijoux, des voitures vraiment exceptionnelles qui ne sortent que pour des occasions comme ça et qui sont des pépites à part entière. Sous l'œil aguerri de Pascal, le plateau groupe C prend place sur la piste pour la première fois depuis la création de l'événement. Et le bruit n'a pas l'air de déranger Décibel, cette chienne de 6 ans. Non, elle n'a pas peur. Elle est habituée, ouais. Le Mans Classique a sa recette secrète, 110 000 visiteurs en 2014. Cette 8e édition et son lot de nouveautés promet encore au public un spectacle unique. Après des semaines de tension, la clinique du Pré a bien été vendue. Une vente officialisée est rendue publique aujourd'hui dans un communiqué des nouveaux actionnaires majoritaires. Les sociétés Ovalie et Medipôle, c'est donc bien le scénario envisagé par le propriétaire, Michel Lelièvre, qui s'est déroulé. Et ce, malgré l'opposition d'une majorité de médecins et chirurgiens. Ces derniers s'étaient prononcés en faveur d'un rapprochement avec le pôle Santé Sud. Michel Lelièvre conserve 25% du capital de la clinique du Pré au Mans. Dans leur communiqué, les nouveaux propriétaires et nouveaux actionnaires majoritaires se veulent rassurants envers la population et les salariés en affirmant vouloir poursuivre, je cite, le développement de la clinique tout en conservant l'ADN de l'établissement au niveau social et médical. Les routes sartoises ont été meurtrières hier soir. Une jeune femme est décédée dans un accident de la route cette nuit à Luché-Pringé. Suite à un défaut de maîtrise, le conducteur blessé a été évacué vers le centre hospitalier d'Angers, tout de éviter le LUD. La seconde enquête publique concernant le dossier de zone commerciale à Bénère a pris fin aujourd'hui. Une enquête qui portait sur la loi sur l'eau et sur le permis d'aménager au Mans et à Ivry-l'Évêque. Une nouvelle enquête donc, de quoi semer la confusion parmi ceux nombreux qui se sont exprimés en faveur ou alors contre le projet, à tel point que tous les avis ne seront pas pris en compte. Explication de Laure Girard. L'enquête s'achève et déjà un constat. En un mois, le public s'est déplacé. Entre 400 et 450 avis ont été déposés.
relativement partagé entre les opposants et les personnes qui sont pour. Dommage quand même qu'il y ait un lien entre l'ancienne enquête, l'enquête passée l'année dernière sur le bien fondé du projet. Là, on est bien sur une enquête loi sur l'eau et permis d'aménager, ce qui n'a rien à voir. On a donc des observations qui sont considérées comme hors sujet. En revanche, le collectif Bénère un autre avenir compte peser avec une pétition apportée sur la question de l'eau et qui comptabilise 2500 signatures. Ce projet de zone commerciale, le site est en amont de la prise d'eau potable de Le Mans, qui est très sensible. Donc on pense que on a de fortes chances de pouvoir faire capoter ce projet à cause de cette proximité du projet avec l'UIN. L'avis d'enquête publique doit être émis au plus tôt le 15 août. Le collectif, de son côté, n'exclut pas un recours en justice si l'arrêté est émis par la préfecture dans les mois à venir. Direction l'Arche de la Nature à présent. Ce site du Mans apparaîtra dans un épisode de l'émission télé à succès, Une saison au zoo. Et oui, le but de la séquence qui a été tournée avec les soigneurs et vétérinaires du zoo de la Flèche est de découvrir les méthodes de conservation des serpents dans cette zone particulièrement fréquentée par la population mancelle. Les plans se succèdent sans coupure. La caméra saisit le live sans scénario de la matière brute qu'il faudra monter pour diffuser à un rythme effréné. Une journée de tournage par épisode, 56 en tout. Aujourd'hui, séquence serpent pour le vétérinaire et les soigneurs, héros du programme télévisé. Nous, on vient voir des professionnels qui travaillent donc avec ces animaux depuis des années, qui ont des résultats, qui publient. Et donc, voilà, effectivement, nous, on découvre complètement ce milieu scientifique, leur méthodologie. Et voilà, on est vraiment ici en candide. L'Arche de la Nature, c'est 450 hectares à côté de la ville. Des milliers de visiteurs chaque année qui ignorent qu'ils cohabitent avec des centaines de serpents. Alors on a plusieurs espèces qui sont présentes. On a 4 espèces ici présentes à l'Arche de la Nature. On a la vipère aspii, la couleuvre à collier, la coronale lisse et la couleuvre d'Esculape. Alors ça représente plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'individus. Comment on fait cohabiter des serpents et des humains, sachant que les humains, globalement, ont peur des serpents ? Eh bien justement, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, je pense que ça passe par l'ignorance. En fait, c'est que en entretenant des zones spécifiques pour l'accueil du public et puis des zones spécifiques pour les serpents, et finalement tout se passe bien. Pour l'Arche de la Nature, la venue des caméras, c'est une réelle opportunité. Une saison zoo, c'est une émission qui est très très bien faite, qui est suivie par des milliers de téléspectateurs et de jeunes téléspectateurs. Et c'est par l'intermédiaire des enfants justement que l'on va pouvoir faire passer des messages de sensibilisation. Mais l'Arche de la Nature est déjà reconnue pour cette expérience dans le monde entier. Elle fait l'objet de nombreuses publications scientifiques, notamment aux États-Unis. Le chantier de la visitation au Mans a réservé une belle surprise aux archéologues. Et oui, ils y ont découvert des sépultures de l'époque moderne. Il s'agit de tombes protestantes. Explication de Florent Clavel. Ils étaient allongés là depuis 4 siècles, à l'ombre de la prison de la Visitation au Mans. Même le procès des sœurs Papin en 1933 n'a pas réussi à leur faire décroiser les bras. Dans ces sépultures, 10 squelettes, adultes et enfants. Ils ont été mis au jour par les archéologues de l'INRAP. Les équipes fouillaient le site depuis 2 semaines. Et là, au bout de la spatule, une surprise historique. Alors là, on pense être devant un bout du cimetière protestant, du premier cimetière protestant du Mans, qui s'installe dans le courant du XVIe et qui est déménagé en 1647 pour être associé au cimetière de la Visitation, plus à l'ouest. Avant de parvenir à cette conclusion, plusieurs pistes ont été creusées. Cimetière du couvent de la Visitation ou encore celui d'un hôpital, piste abandonnée, les 2 lieux étant trop éloignés. Et puis, la littérature de l'époque est venue appuyer leur thèse. Maintenant, il faut faire parler les morts. Il n'y a que 2 cimetières protestants seulement qui ont été fouillés en France. Et l'étude de celui-ci permettra justement de préciser les pratiques funéraires du culte protestant. Donc là, notamment, ce sont pas mal de nouveau-nés et pas mal d'adolescents. Ce qui est d'autant plus intéressant puisque les 2 cimetières protestants qui ont été fouillés jusqu'à présent ne présentaient pas de carré des enfants. Les fouilles se termineront fin juillet, les dépouilles seront ensuite confiées à un anthropologue. Sa mission sera notamment de dater les squelettes et de vérifier l'hypothèse des archéologues. Une fois qu'il aura livré tous ses secrets, ce trou béant sera comblé. Il laissera place à une résidence pour personnes âgées.
Une première mondiale à présent, les 24 heures Molki. Et oui, elles se dérouleront ce week-end au Mans. On reçoit l'un des organisateurs, Olivier Dodin. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors vous êtes le secrétaire de la Fédération sartoise de Molki. On rappelle rapidement ce qu'est le Molki. Alors, le Molki, c'est un jeu de quilles qui vient de Finlande en fait, où il faut faire 50 points avec 12 quilles en bois. Voilà, c'est des quilles qui sont numérotées et puis il faut les faire tomber pour apporter des points. C'est un jeu qui prend beaucoup d'ampleur depuis 10 ans en France, et oui, sur toutes les plages. C'est ça, ça cartonne. Alors, vous parlez des plages, là vous en faites des 24 heures, vous voulez en faire un sport? Non, du tout, non, en fait c'est vraiment une activité ludique, c'est vraiment, tout le monde milite, tous ceux qui ont un club, une association, la fédération française, parce qu'on a monté une fédération française, milite réellement pour le côté ludique, le côté jeu. C'est un loisir. C'est un loisir. Il y a effectivement des petites compétitions, mais sans prétention. Voilà. Ouais, mais c'est pas drôle. En plus, le jeu sans compète, il faut un petit peu de sel. Voilà, il faut du sel. C'est ce qui rend la chose amusante, effectivement. Les 24 heures, pourquoi les 24 heures? Parce qu'on est au Mans et donc tout se passe en 24 heures. En fait, il y avait une anomalie, c'est que tous les départements aux alentours de la Sarthe étaient équipés d'un ou plusieurs clubs de Molki. Donc il fallait déjà réparer cet oubli ou cette anomalie. Ouais. Et un des projets initial que l'on a eu en fait dès la création, c'était de créer quelque chose d'un peu événementiel. Et on s'est dit, quoi de mieux que les 24 heures de Molki. Donc ça célèbre la naissance de ce club aussi de Molki en Sarthe. Quoi. C'est ça, exactement. La marque 24 heures, hein, c'est la CO qui la détient. Quand vous leur avez demandé l'autorisation, ils vous ont vu, ils sont venus avec des... La réaction, c'est un peu celle que l'on a parfois encore sur les terrains, c'est Molki, ça se mange, qu'est-ce que c'est? Voilà, Kezako. Alors on explique très, très rapidement ce que c'est très ludique, très familial, ça peut pas faire de concurrence à des sports justement ou à une activité comme la course automobile. Donc on n'a pas eu beaucoup de freins de la part de la CO. Hormis le fait d'inverser non pas 24 heures du Mans de Molki, mais 24 heures de Molki au Mans. Mans, d'accord. Voilà, mais hormis ça, ça s'est très bien passé. Allez, rapidement, ça se passe où et quand ces 24 heures? Ça se passe dès demain, samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet, donc de 15h à 15h, donc non-stop. On utilise les terrains... Même la nuit. Sur le terrain de la Californie. Le terrain de la Californie, voilà, on a eu un accès, grâce à la mairie du Mans, un accès à ces terrains fabuleux. Et une soixantaine d'inscrits. Alors il y a 10 équipes de 6 joueurs maximum. Les inscriptions se font de 3 à 6 joueurs et c'est 2 joueurs qui jouent en continu pour représenter l'équipe. Donc c'est un système de roulement comme par équipage lorsqu'il y a une course automobile type les 24 heures du Mans. Très bien, merci à vous d'être venu dans ce journal. Merci beaucoup. Et pour finir ce journal, et cette année en beauté, direction Malicorne sur Sarthe, où l'amour de la terre est à prendre au sens figuré comme au sens propre. Depuis des siècles, la terre qui provient des carrières de Malicorne est travaillée par les artisans d'art. L'un d'entre eux produit encore sa propre glaise, exceptionnelle par sa qualité. La faïencerie d'art ouvre d'ailleurs son atelier au public tout l'été. Un atelier où rien n'a changé depuis un siècle, c'est ce qu'a constaté Laure Girard. Entre ses mains, Philippe Moidon tient plus qu'une simple argile. C'est un bout du patrimoine local, la terre de Malicorne sur Sarthe, issue des carrières de la commune. Après 40 ans d'exercice du métier de tourneur, l'artisan continue d'apprécier les qualités du matériau. C'est la souplesse, la flexibilité de l'argile. C'est un matériau excellent. Ça laisse libre cours à la créativité, bien entendu. Et c'est évidemment une matière qui est très douce, qui file entre les doigts. Donc c'est assez vivant, évidemment, lorsqu'on la travaille entre les mains. Mais avant d'être travaillée, elle est fabriquée ici même, à l'arrière de l'atelier des faïenceries d'art de Malicorne. Après plusieurs étapes de concassage et de nettoyage, l'argile doit décanter dans ses bassins. Là, je la remue juste un peu pour homogénéiser les deux argiles qui ont été mélangées au départ, mais qui sédimentent de manière différente. Donc, je les remélange un petit peu pour qu'ensuite on puisse retirer l'excédent d'eau et enfin la passer en séchoir. Stéphane Deschamps est tombé dans le bain de la faïence depuis son plus jeune âge. À l'époque où ses parents ont repris l'affaire, il sait qu'ici, c'est le temps qui fait la valeur des choses.
On va la laisser vieillir en cave pendant 2 ans de manière à ce que les matières organiques se pourrissent et que la terre développe vraiment toutes ses qualités plastiques. C'est donc une terre de 2 ans d'âge qui sera travaillée pour réaliser ces objets. La faïencerie d'art produit 5000 références différentes, du simple porte-couteau à l'œuvre d'artistes. Pour chacune d'elles, les mêmes étapes indispensables. Déjà le façonnage de la forme par tournage ou par moulage, éventuellement l'ajourage qui est une étape particulièrement importante, et la finition. Un séchage en cave de 3 à 4 semaines, une première cuisson à 1050 degrés, l'émaillage, le décor qui se fait à la main au pinceau et la seconde cuisson à 950 degrés. 8 étapes de fabrication en 6 semaines minimum, loin de la production à la chaîne, mais avec patience et humilité. On n'atteint jamais la perfection, on se dit toujours qu'on peut mieux faire. Et puis quand on regarde nos prédécesseurs, on voit que de très belles choses ont été faites avant nous. Et il faut jamais oublier ce qui s'est passé avant nous et essayer d'atteindre au moins la même qualité. Les ateliers de la faïencerie d'art de Malicorne sont ouverts au public d'avril à septembre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, c'est la météo de Romuald Besson. Et on se retrouve juste après pour l'actu vue d'ici. A tout de suite.